Chapitre 41. À l'aube, l'archange constata le désastre. Il s'imaginait déjà signer un traité à l'avenir avec le magistère pour interdire les femelles des champs de bataille pour motif de dangerosité. Quelques poches de centaines de combattants de l'Élysée, totalement épuisés, se débattaient avec l'énergie du désespoir, retranchés à l'abri de murs de cadavres hérissés de piques. Les renforts des Tartares, sans commandement ni officier, ne parvenaient que modestement à les déloger, faute d'expérience de ce genre de conflit et de coordination. Alors, sans respecter aucune convention martiale, les créatures femelles des Tartares évitaient de s'exposer et faisaient pleuvoir sur les infortunés soldats de l'Élysée tout ce qui passait à portée d'elles. Au-dessus du carnage, planant toujours à l'aide de sa magie et non de ses propres ailes, le magistère, somnolé, son livre en main. Oh, le fumier trouve même le moyen de dormir au milieu des combats. S'il pense m'avoir vaincu, il va bientôt comprendre sa douleur. J'ai encore de nombreux atouts dans ma manche. Un mouvement attira l'attention de l'archange en provenance de l'ouest. L'archange prit de la hauteur et plissa les yeux. Comme il n'y voyait pas suffisamment, il s'appliqua une petite bénédiction pour augmenter sa vision au niveau de celle d'un griffon. Qu'est-ce que... Des morts-vivants approchaient. Ce qui arrivait ne pouvait être qualifié d'armée, de légion ou de horde, c'était une mer, un tsunami. Merde, dit sobrement l'archange. Aussi loin que son regard portait, il y avait des morts vivants, il n'en voyait pas le bout. Ce devait être cette entité apparue en son absence en terra incognita et nommée multitude innombrable. Un de ses conseillers lui en avait parlé après la prise de la Pythie. Il lui avait expliqué qu'elle ne constituait pas un danger à condition de l'ignorer. Quelle erreur! Il fit passer les ordres par son clone, qu'on écartèle, le dit conseiller. L'incommensurable horde de morts-vivants se trouvait encore à 10 lieues de lui, mais elle progressait très vite, trop vite. L'archange estima que la première ligne arriverait au contact dans une 50aine de minutes. Il devait agir. L'archange revint un tire-d'aile sur ses pas, observant le magistère toujours endormi. Il cria vers le démon. « Voilà pourquoi tu es si serein et débonnaire depuis le début! Ah, mon vieil ennemi, cette surprise que tu m'as concoctée est à la hauteur de celle que je te réserve. Ce sera la dernière fois que tu t'opposeras à moi. » Il éclata d'un rire puissant. Le magistère ne scia pas. Il effectua quelques mouvements de mains complexes qui signaient un rituel magique. Illusion qui, depuis le début du conflit, dissimulait au regard le régiment du stratomancien et une nuée d'angelots kamikazes ressuscités, se rompit. Au sol, tout autour de la forteresse mécanisée où s'abritait le stratomancien, des centaines de machines hérissées de bouches à feu apparurent aussi. L'archange lança un missile magique très lumineux qui servait de signal à ses régiments, mis en réserve et dissimulé depuis le début de la bataille. Comme dans les affrontements en Europée, une nuée de chérubins vola vers ceux qui approchaient, mais ils étaient 100 fois moins nombreux que lors de l'invasion d'Europée, un demi-millier. Chacun d'entre eux était ceinturé d'une petite quantité de nitromagie. Ils exploseraient joyeusement au contact du sol. Au sol, les canons s'élevèrent pour augmenter leur portée de tir. Un mélange de mortiers, d'obusiers, de lance-roquettes, de bombardes et d'orgues à missiles en passant par des sulfateuses laser, tous extraits de l'ambre et remis en état de marche, se mit en branle. Une rangée de véhicules à chenilles ou à roues se mit en position devant eux. Il vit aussi des milliers de petits points s'activer dans des tranchées, à bord de charrettes blindées, de tourelles et de boucliers mobiles. Le paysage s'embrasa suite à l'attaque des angelots kamikazes venus des cieux. L'avant de la multitude innombrable brûla, explosa en confettis, mais ne ralentit pas. Ce ne fut pas comme en Europée. Cet ennemi était par trop abondant. Des moustiques piquaient un géant. Les quelques créatures encore en capacité de voler parmi les cadavres animés de la multitude s'élevèrent dans les airs pour procéder à des interceptions, mais elles étaient trop peu nombreuses. Malgré les centaines d'explosions, la horde continuait toujours de déferler lorsque le dernier des angelots détonna sur elle. Ces créatures fanatisées et employées comme armes occasionnèrent bien peu de dégâts à l'ennemi. L'archange avait été obligé de faire réduire les charges en nitromagie de leur ceinture explosive, car les stocks avaient diminué pendant l'invasion d'Europée. Gunshi, quant à lui, avançait malgré les pertes, mais il ne voulait pas être seul aux commandes de la multitude. Alors, il fit émerger Zi à ses côtés. Bien que des centaines de milliers d'esprits cohabitaient avec lui, en une unique et immense conscience se nourrissant de leurs expériences réciproques, il se convainquit de se faire épauler par quelqu'un possédant des connaissances plus récentes que les siennes, d'Asia et des Tartares. Il choisit quelqu'un dont il estimait la combativité et qui saurait lui dire s'il commettait une erreur. Il opta pour quelqu'un
qu'il n'avait pas suffisamment côtoyées. Et puis, ils se plaisaient sans avoir pu partager leur idylle naissante avant d'être absorbés par la horde. Ils ne désiraient pas la laisser noyer parmi la multitude innombrable. Leur passion était trop neuve. C'était indéniablement un moyen de passer du temps avec elle. Les centaines de milliers d'âmes de la multitude innombrable qui avaient également éprouvé le sentiment amoureux de leur vivant considérèrent ce choix avec une bienveillance empreinte de curiosité. Ils gardèrent leur rôle de spectateurs empathiques observant leur esprit se tourner autour dans une charmante parade. Ils pouvaient ainsi ressentir une romance à travers eux, et cela faisait bien longtemps. Par des milliers d'yeux, Gunshi se vit approcher du champ de bataille, à 3 lieues des combats. Il espérait ne pas arriver trop tard pour sauver ses 2 amis capturés, et justement, parmi tous les morts que la multitude absorbait en cheminant, grossissant chaque minute, il n'y avait pas trace d'eux. Les quelques survivants de l'armée d'Asia furent pris de terreur à son apparition. Zil informa qu'un de ceux qui s'enfuyaient à dos de corbeau à 3 pattes était son ancien maître, le premier panda. Puis, un soldat décédé ayant été témoin de l'embuscade de l'archange partagea avec lui ses souvenirs, lui révélant le sacrifice sanglant de Stena et l'état d'impuissance du prof. Furieuse avec lui, la multitude sut alors où les trouver. Le stratomancien les gardait à ses côtés. Devant lui, des créatures femelles, bien vivantes, se mirent à fuir la déferlante mort-vivante. Cessant de harceler les guerriers d'Élysée retranchés, elles prirent leurs jambes à leur cou, terrifiées. Gunshi décida d'ignorer tous les combattants que sa horde croiserait et d'avancer jusqu'à ses amis. Un grand nombre de détonations retentirent alors. Le magistère sursauta et quitta son livre des yeux pour balayer du regard l'origine des bruits. Il s'écarta de la trajectoire des obus et boulets qui étaient en train de pleuvoir et dont certains le visaient intentionnellement. Une fois à l'abri, il se créa une bulle magique de silence et replongea dans sa lecture. L'archange avait abaissé son bras lorsqu'il avait estimé la multitude innombrable à portée de tir. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle grossisse encore ses rangs en absorbant les corps jonchant le champ de bataille ou s'extrayant des remparts improvisés, provoquant la terreur des soldats de l'Élysée retranchés. La multitude se renforça de tous ces morts, tant et si bien qu'elle devint immense. Puis, les premiers projectiles faisant suite aux détonations entendues s'abattirent sur la plaine dans des déflagrations dignes des meilleurs sortilèges dont l'archange disposait. La multitude explosa en bouillie informe partout où elle fut touchée. Le champ de bataille se constella de cratères d'impact. L'archange fut pris d'un rire, définitivement rassuré. Aussi innombrable soit-elle, même renforcée des morts des derniers jours, cette gigantesque armée de morts vivants allait se faire déchiqueter. Ces machines, venues des strates, se montraient plus puissantes que tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Il n'en prenait réellement conscience que maintenant qu'il les regardait déverser leur déluge de feu. À un moment, un obus le cibla par inadvertance et explosa contre son aura de protection. Les pouvoirs magiques de ce monde leur restaient heureusement supérieurs. Mais avec ces technologies, aucune armée ne pourrait plus jamais lui tenir tête. Et il en avait le monopole, elle ne fonctionnait qu'auprès du stratomancien, son zélé serviteur. La multitude continua de déferler en se faisant massacrer sous l'œil amusé de l'archange. Il s'inquiéta de nouveau en constatant que le magistère ne se souciait pas du tout de ce qui se passait sous ses pieds. Sélène courait de toutes ses forces à la recherche d'un abri pour se protéger de la pluie de pierre qui n'allait pas tarder à s'abattre sur elle. Le nuage s'était approché, comme lors du bombardement de la cité de Jingzhou. « Arrête-toi, taré! Ah, je suis essoufflé !» Vite, Koum! On peut atteindre ce gros rocher si on fait vite et s'abriter sous le rebord. Il nous protégera un peu. T'as pas compris que je vois que dalle de loin? Quand j'étais petit, ma daronne voulait me foutre des lunettes rondes pour y voir, mais j'ai jamais voulu. J'avais l'impression d'avoir une paire de couilles sur le nez. Il se remit à courir mollement. Je crois que je vais dégueuler. Courir me fout toujours la quiche. Ils arrivèrent au rocher qui lévita. Koum, c'est l'un d'eux. Sélène se plaça derrière le technome. Tu ne passeras pas, annihilatrice. Tu paries du con? Le technome s'approcha du rocher. Attends, Koum, tu ne t'es pas encore... Son ami asséna un violent coup de tête au rocher. Yeah! Et s'effondra. Transformé. Finit de dire Sélène. Elle se mit accroupie et commença à ramasser son ami, inconscient. Une goutte de sang coulait de son front. L'immense bloc de roche se jeta sur eux pour les écraser. D'un revers de main, Sélène fit jaillir de la magie qui envoya valdinguer les 24 tonnes de minéraux à des centaines de pas. Il se brisa en touchant le sol. Elle se mit à courir, en portant son ami dans ses bras,
Mais elle se retrouva confrontée à un obstacle naturel infranchissable. Un gouffre d'une profondeur gigantesque lui paraît le passage. D'après sa carte, Cham commençait de l'autre côté. Mais elle ne voyait pas comment y accéder, et le ciel continuait de s'obscurcir. Sélène posa le corps de son compagnon. Il avait vite cicatrisé, mais restait inconscient. Elle changea de stratégie. Elle se mit à crier. Vous voulez que je sois votre fameuse annihilatrice? Eh bien, vous allez être servi! Elle commença à concentrer sa magie comme lors de ses entraînements. Un bouclier les auréola, elle et le technome. Elle retourna ses doigts pour les faire craquer. Mais il ne se passa rien. Il n'émettait jamais de bruit. Bon, ça va chier quand même! Cria Sélène, qui immédiatement s'en voulut d'avoir laissé échapper un gros mot. Si Stena et le prof avaient été là, nul doute qu'ils l'auraient houspillé pour son écart de langage. Mais avec ces technologies, aucune arme, mais... Oh, mais c'est pas vrai, Julie Julie, j'en ai marre. Je m'excuse, c'est ma Ok. faute. Non, mais non, c'est pas de ta faute. Non, mais ça Mais c'est Léa. Putain, Léa, merde. Pardon. Putain, on dirait qu'elle allait pleurer, c'était horrible. Oh non, mon Dieu! Imagine! L'angoisse. Excusez-moi pour cette mauvaise foi passagère. C'est pas grave. Mais David, t'as pas intérêt à recommencer, hein. Est-ce que quelqu'un peut voir si Sébastien va bien? Il a pas bougé depuis qu'il s'est cogné la tête. Sébastien? Sébastien?